Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour continuer notre série sur Kubrick. C'est déjà le 5e épisode, certainement celui que j'attendais le plus jusque-là, parce qu'on va aujourd'hui s'attaquer à un gros morceau, un classique du cinéma, 2001. C'est le premier film en couleur de Kubrick, si on accepte Spartacus, mais pour lequel il ne l'avait pas choisi, puisqu'il était arrivé pendant le tournage. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines. Et donc c'est officieusement son premier film en couleur, qui marque d'ailleurs une vraie rupture dans son cinéma. Il y a un avant et un après 2001 dans sa filmographie. Et il se trouve d'ailleurs en plein milieu, un peu comme 8,5 pour Fellini. Et c'est une rupture qui coïncide aussi avec l'ère moderne du cinéma. 1968, c'est particulièrement une année qui marque un changement, aux États-Unis mais surtout en France. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de cette révolution en couleur, avec le 8e film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Et la première chose qu'on note, c'est ce début, ce tout début du film, qui nous immerge dans l'univers sonore. C'est d'ailleurs assez rare que ce soit que l'univers sonore. Mais là, on est devant un écran noir, alors qu'on entend la musique de Ligeti, qui est une musique contemporaine. On en reparlera de ça d'ailleurs. Qui rappelle la préparation des musiciens avant un spectacle. On est comme projeté à l'opéra. D'ailleurs, une chose que j'avais complètement oubliée, c'est qu'on a un entracte au milieu du film, qui s'apparente davantage au théâtre ou à l'opéra, même si c'était quelque chose de fréquent aussi au cinéma, mais qui s'estompait progressivement à cette époque. Ça renvoie davantage au cinéma des années 50, 60. Et ça rappelle aussi Spartacus, qui en avait un. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal de voir que 2001 s'inspire à la fois du cinéma dit classique, qu'on retrouve dans Spartacus, et qui avait été une expérience pénible pour Kubrick. On voit finalement, avec 2001, que l'expérience qui avait été pénible pour Kubrick au départ, lui a aussi été utile ensuite, et en même temps il s'affranchit des règles classiques du récit hollywoodien. Une chose dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur Lolita, je crois, c'est la présence de nombreuses voix off dans les films de Kubrick, qui renvoient à leur dimension littéraire, qui est très importante dans le cinéma de Kubrick, je trouve, jusqu'à Eyes Wide Shut en fait. Et d'ailleurs il a souvent mis en scène des personnages qui en faisaient leur métier. Et dans 2001, c'est pas le cas justement. On n'a pas de voix off, ce qui change vraiment la temporalité de l'histoire pour le coup, puisqu'on n'est plus dans un récit à la 3e personne comme dans Barry Lyndon ou dans Docteur Folamour, ni même à la 1re personne comme dans Orange Mécanique ou Lolita. Là, on a un récit qui est omniscient, et je parle pas du point de vue, de la manière dont c'est raconté, mais bien du récit, de ce qui est raconté. Et du coup, ça change totalement la sensation qu'on en a, puisqu'on a l'impression qu'on peut aller partout, à la fois dans l'espace et dans le temps. Et je pensais à ça il y a quelques jours, je m'étais jamais fait la réflexion, mais le projet de départ peut être considéré comme très prétentieux finalement. Et je peux comprendre pour une fois les producteurs, parce que le projet de départ c'était quand même de partir de l'aube de l'humanité, du passé, de la préhistoire, et d'aller jusque dans l'avenir, parce que c'était même pas le présent, c'était l'avenir 2001 à l'époque. C'est une année que Kubrick n'a même pas connue de son vivant. Et donc on parle de deux époques qui sont approximatives pour nous. Le passé, un passé très lointain, le moment où l'homme se différencie du singe, et l'avenir, c'est encore l'avenir pour nous. 2001, ça a beau être le passé, au moment où je m'enregistre en tout cas, il n'est absolument pas question d'aller sur Jupiter, donc c'est encore des choses qui nous font rêver. Mais pour contrer d'une certaine manière cette prétention, on commence par l'humilité, et l'humilité c'est le silence, ou du moins l'absence de dialogue qu'on entend pendant les 25 premières minutes, les 25 dernières aussi d'ailleurs. Et en parlant d'absence de parole, la transition est toute trouvée, parce que je me suis dit en le revoyant qu'il avait beaucoup d'éléments qui me faisaient penser au cinéma muet. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur Lolita, dans lequel j'en parlais déjà, mais cette fois j'ai retrouvé l'extrait dans lequel Kubrick parlait de la force du cinéma muet. C'est dans un entretien sur Shining avec Michel Simon, qui est disponible sur YouTube d'ailleurs, que je vous mettrai le lien en description. Et il disait en gros que dans le cinéma muet, il y avait une force de narration qu'on retrouve plus dans le cinéma parlant. Et il rajoutait que c'est quelque chose qu'on retrouvait aujourd'hui uniquement dans les publicités à la télé, et que son rêve à lui, c'était de réaliser un film
dans lequel on abolirait justement ces règles de narration. Mais ce qui est intéressant, c'est que 2001 le fait quand même un peu, avec déjà un chapitrage en 4 parties, c'est quelque chose d'assez rare au cinéma en général, et surtout pour l'époque. Ça me fait penser d'ailleurs à Intolérance de Griffiths, qui était aussi en 4 parties, et qui faisait aussi des bonds dans le temps. Et il y a aussi une scène qui me fait penser au muet, c'est quand les deux astronautes parlent et que Hal ne les entend pas, mais ils lisent sur leurs lèvres, et donc il y a un rapport au niveau du sens, et c'est surtout en termes de cinématographie que ça évoque le cinéma muet, je trouve. On a un très gros plan sur les bouches des personnages, une valeur qu'on retrouvait beaucoup à l'ère du muet, et donc en plus de ça, on a un film qui prend son temps pour nous raconter son histoire, avec un début assez original, qui se passe dans la préhistoire, quand l'homme découvre le moyen d'utiliser une arme pour tuer. Et on a des plans en studio avec des comédiens qui interprètent les singes. Il y a un aspect très faux dans ces images, et à la fois je sais pas non plus pourquoi, mais j'en ai peur de ces images. Il y a un aspect mystérieux, particulièrement dans les regards des faux animaux, ajouté au fait que ce sont des faux animaux. Je pense au regard des singes la nuit, ou aux yeux brillants de la panthère. Et il y a un paradoxe aussi, c'est qu'on a un côté artificiel avec les plans en studio, les faux animaux, et en même temps il y a une dimension de documentaire, quand on insiste sur les paysages au début, et en plus de ça il n'y a aucune musique pour soutenir les images, jusqu'à que l'homme découvre l'arme de guerre, et j'ai trouvé ce paradoxe intéressant. Et en plus de ça, cette séquence, c'est une histoire interne dans le film, une histoire courte certes, mais qui constituerait un élément à part entière dans son histoire, qui contient une introduction et une conclusion, un début, un milieu et une fin. Pour Aristote, ça constitue déjà une histoire, et qui renvoie également au muet. Il n'y a pas de dialogue, il y a juste une pure compréhension de la situation par les moyens du cinéma. Et c'est une séquence qui donne naissance à une des transitions les plus célèbres dans l'histoire du cinéma, la transition entre l'os et le vaisseau. Je sais pas si c'est vraiment un vaisseau d'ailleurs, dont on dit d'ailleurs que c'est le cut qui parcourt le plus de temps dans l'histoire du cinéma. Et ce que je trouve intéressant dans cette transition, c'est qu'on souligne autant le lien entre les deux plans que leurs différences. C'est-à-dire que évidemment, c'est quelque chose qui a été beaucoup dit, on a un lien entre les deux objets qui est fait, ces deux objets qui flottent dans le ciel et qui qui témoignent de l'évolution de l'homme. Mais ce qu'on a moins dit, je trouve, c'est la différence entre les deux plans. On se souvient de leur rapport, mais on oublie, et c'est ce que j'ai constaté en revoyant le film, on oublie que tout les oppose. Et de fait, Kubrick n'a pas fait de fondu enchaîné, comme on aurait pu l'imaginer pour calquer deux objets, et pour nous dire, vous voyez, l'os d'hier c'est devenu le vaisseau d'aujourd'hui. Non, ça on peut l'imaginer par nous-mêmes, on le ressent par nous-mêmes. Ce qu'il nous dit, c'est que ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était, que la trajectoire de l'os, qui n'est pas rectiligne, s'oppose à la trajectoire du vaisseau qui, pour le coup, est plutôt régulière. On a aussi un ciel bleu clair, dans le premier cas, puisqu'on est du point de vue de la Terre, et un fond noir dans le second, puisqu'on est dans l'espace. Enfin bref, on oppose les deux espaces-temps tout en les reliant, et ça grâce à un outil de cinéma, le montage. Et la différence entre les deux temporalités, elle se fait aussi par la musique, ce qui est assez drôle parce qu'on a dans la première partie de la musique contemporaine, et dans la deuxième, de la musique classique. Et parallèlement, on a une distinction entre deux univers que tout oppose, un univers non civilisé, la préhistoire, avec la découverte de l'arme de guerre, les combats entre les animaux, et une période ultra civilisée, en tout cas en apparence, l'avenir, avec la conquête de l'espace et des objets technologiques ultra perfectionnés. Et ce qui est utilisé pour représenter l'avenir, c'est une musique du passé, et pour représenter le passé, on utilise une musique contemporaine à la sortie du film. Les musiques de Ligeti, c'est des musiques des années 60 exclusivement. Et donc je trouve cette opposition intéressante, parce qu'elle met en lumière l'idée qu'on a régressé, que la musique contemporaine est faite pour illustrer la préhistoire, une période non civilisée, et non pas notre époque. Je sais en plus que Kubrick n'était pas un grand fan de l'art contemporain. Et le début nous présente la conquête de l'espace comme l'évolution ultime de l'humanité. Mais ce qui est marrant, un peu comme pour la transition entre les deux séquences, c'est qu'on souligne à la fois l'opposition entre les deux parties, entre les deux espaces-temps, pardon, autant qu'on souligne leur rapport.
Mais avec cette longue introduction, qui dure 25 minutes, d'ailleurs c'est même plus une introduction, c'est une vraie séquence du film, on se dit forcément que ça aura un lien avec la suite, et donc ça apporte un peu d'ironie et de pessimisme sur cet environnement qu'on nous présente comme parfait, et on voit aussi des vaisseaux qui flottent autour de planètes, comme s'ils étaient sans vie, comme s'ils étaient poussés par une autre énergie que la leur, et on ne tarde pas à nous présenter l'isolement, puis la solitude, que représente cette avancée technologique. Et ce qu'on retrouve une nouvelle fois, c'est cette musique qui va représenter la solitude, dans le 3e mouvement du film. Alors c'est une partie que j'ai intitulée Symphonie en 4 mouvements, que vous pouvez retrouver dans les chapitrages de cette vidéo, parce que comme je l'ai dit plus tôt, on abandonne un peu le récit sous sa forme classique, pour s'approcher d'un art qui s'associe mieux à l'abstraction qu'on peut retrouver dans la musique. Et donc celle du film, ça serait une symphonie, si on devait l'associer à une forme musicale, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais une symphonie dans sa forme la plus classique, c'est en 4 parties, un peu comme la 9e de Beethoven, qu'on retrouve d'ailleurs dans Orange Mécanique. Et donc le 3e mouvement est amorcé par une musique d'Aram Khachaturian, j'espère que je le prononce bien, qui est pas la musique qu'on retient le plus du film, mais pour moi c'est l'une des plus belles, et l'une des plus intéressantes, parce que justement c'est elle qui amorce cette solitude dans le film. Et cette 3e partie donc, elle est beaucoup plus classique en termes de construction du récit. On a une situation qui se désagrège progressivement. Les astronautes qui sont envoyés en mission sont accompagnés d'une machine ultra perfectionnée, une intelligence artificielle, HAL 9000, qui est responsable en grande partie de la réussite de la mission, qui va prendre de plus en plus de place dans les décisions, qui va commettre une erreur et va refuser d'admettre que c'est une erreur, et qui ne supportera pas l'idée d'être débranché. Et donc on a l'opposition entre l'homme et la machine, et d'une certaine manière 2001 c'est l'histoire de l'homme à partir du moment où il prend le pouvoir sur les animaux, jusqu'au moment où il le perd, sur une machine qu'il a lui-même créée. Et encore une fois, ce qui est intéressant dans le film, c'est à quel point on retourne les situations pour créer du sens. Et là par exemple on a une machine qui a des sentiments, qui dit qu'il a peur, qui a une inquiétude sur la mission. Et dans un même temps, on a les astronautes qui ressemblent davantage à des robots, pour le coup, à des intelligences artificielles, qui ne sourient pas et qui sont très pragmatiques, très froids. Et ça justement, cette contradiction, c'est ce qui invite le spectateur au doute, à l'appréhension, et c'est ce qui crée un suspense. C'est une des grandes réussites du film, parce que c'est nécessaire pour que le film ne soit pas ennuyant, étant donné qu'il prend son temps, de générer des émotions fortes. Il y avait une phrase de Jacques Audiard que j'aimais bien, à propos de 2001, et plus qu'une phrase d'ailleurs, c'est une idée, c'est que 2001 c'est le dernier grand film analogique pour lui, et que presque symboliquement, il se termine par la mort de l'ordinateur, alors qu'en fait ça marque plutôt sa naissance au cinéma. C'est une idée que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de sens je trouve, et je voulais quand même parler du travail de mise en scène, parce qu'il y a quand même des choses très originales et assez phénoménales sur ce film. D'abord il y a dans les 2 parties du milieu, une cinématographie autour de la rotation des objets. Tous les objets tournent sur eux-mêmes ou autour d'un autre objet, d'où l'utilisation de la valse, mais je ne saurais même pas expliquer pourquoi ça marche bien, et juste objectivement, ça correspond tellement aux images. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de parler, mais juste de regarder les plans avec la musique. Et il y a autre chose que j'aime beaucoup dans le film, ça c'est dans la dernière partie, quand on passe d'un personnage à un autre, ou plutôt d'un âge à un autre. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré dans cette fin, et je me suis toujours dit que c'était la meilleure manière de représenter un rêve au cinéma. Je pense que tous les films qui ont essayé de le faire ont un peu échoué. J'ai jamais vu un film qui mettait en scène le rêve tel qu'on le ressent réellement. Peut-être juste dans Mulholland Drive de David Lynch, c'est le seul exemple que j'ai en tête. Mais je pense qu'il faudrait vraiment s'inspirer de cette séquence si on veut mettre en scène un rêve au cinéma. Et si on parle de mise en scène et de cinématographie, on doit parler évidemment de l'apparition de la couleur. Et donc, comme on l'a dit dans l'intro, c'est la première fois que Kubrick choisissait de tourner un film en couleur, et c'est un choix qu'il fera pour tous ses autres films par la suite. C'est aussi pour ça que 2001 marque un tournant dans son cinéma, et on peut comprendre son choix, déjà parce que les films en noir et blanc, ça commençait à être minoritaire à cette époque, surtout depuis l'émergence de la Technicolor, et surtout parce que pour faire un film de science-fiction dans lequel on est immergé dans l'espace, je pense qu'il était inenvisageable de tourner en noir et blanc,
Et de fait, la couleur a aussi son importance dans la dernière partie, lorsque le personnage traverse un portail dimensionnel. C'est illustré à l'image par des projections de couleurs qui s'enchaînent. On a aussi des plans sur les yeux du personnage, et sur des paysages traversés à toute vitesse, dont on a modifié les couleurs. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accentué les contrastes, on est presque sur quelque chose de binaire, ce qui nous fait perdre tout repère visuel. Je pense notamment à l'eau qui est en vert à l'image, avec un contraste violet. Déjà, on projette que c'est de l'eau, parce qu'on s'imagine comment ça a été tourné, mais dans un autre monde, on n'en sait rien en réalité. Ça pourrait aussi bien être une forme solide qui est en mouvement. Et il y a quelque chose aussi d'effrayant dans l'idée de perdre tous nos repères. C'est aussi en ça que la couleur joue sur nos émotions. Et je voulais terminer sur une dernière partie en parlant de l'héritage du film, mais d'abord de son impact sur son époque, parce qu'on ne peut pas nier le fait que le film ait eu un grand retentissement, mais en revanche, on peut nier le fait qu'il ait été un grand succès. Bien sûr, c'est un succès à travers le temps, à la fois critique et commercial, mais à son époque, le film divise les deux parties. À l'époque, par exemple, Pauline Kael, qui est une grande critique de cinéma, l'une des plus grandes critiques de cinéma de son époque, a grandement critiqué le film. Elle a été plutôt violente avec Kubrick, comme avec la plupart de ses films d'ailleurs, mais il entre en résonance chez une certaine partie du public, avec les mouvements contestataires qu'on retrouve à la fin des années 60, notamment les mouvements hippies et psychédéliques, qui se retrouvent particulièrement dans la dernière séquence du film, ainsi que des mouvements musicaux, le rock progressif par exemple. C'est pas pour rien que je porte ce t-shirt et qu'il y a derrière moi ce vinyle. Il y a des vrais liens intéressants entre Pink Floyd et Kubrick. On en reparlera peut-être d'ailleurs sur Orange Mécanique dans la prochaine vidéo. Et pas seulement d'ailleurs le fait que dans 2001, l'un des héros s'appelle Dr. Floyd. Il y a évidemment des liens entre la croisée des genres et l'abolition des règles classiques à la fois dans le rock progressif et dans le film. Et ce qui est intéressant dans son héritage, c'est qu'aujourd'hui on a presque tous déjà vu 2001, même si on n'a pas vraiment regardé le film, à travers les œuvres qui y font référence. Personnellement, je sais que, ayant regardé Les Simpsons en boucle quand j'étais plus jeune, je savais déjà énormément de choses sur le film, avant même de l'avoir vu. Ça c'est le cas pour beaucoup de films de Kubrick, et même pour Hitchcock d'ailleurs. Et je pense que 2001 c'est le plus représentatif de cette idée, et pour Hitchcock ça serait peut-être Psychose. Donc c'est peut-être les deux films ayant la plus grande postérité dans l'histoire du cinéma, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que dans les deux cas on rompt avec le style classique de narration cinématographique. Alors ça n'empêche pas que le film a vieilli, même si pour un film de science-fiction qui est le genre qui vieillit le plus facilement, qui a en plus de ça 50 ans, c'est vraiment admirable. Et puis comme j'ai déjà dit, ce qu'on voit dans le film, on n'est globalement toujours pas capable de le faire aujourd'hui, c'est-à-dire construire un village sur la Lune, ou envisager une expédition sur Jupiter, mais ce qui a vieilli, c'est l'esthétique en fait, des décors et des costumes, qui relèvent vraiment des années 60 et début 70, même dans les dessins sur les plateaux de nourriture. Mais ce qui reste éternel, c'est la mise en scène, les plans qui n'ont pas vieilli, tout simplement parce qu'ils sont uniques et n'ont jamais été reproduits ensuite dans l'histoire du cinéma. Il y a ces plans dans le vaisseau où on a l'impression que ce sont les personnages qui tournent, mais en fait c'est la structure. Et pareil pour le récit, parce que ce sont encore des questionnements actuels. On n'a jamais autant débattu de l'intelligence artificielle, la vie extraterrestre reste un mystère, et on ne sait toujours pas grand-chose des trous noirs. Et donc assez étrangement, le film va diviser le public et la critique, mais ne va pas créer de controverse, pour la première fois depuis l'Ultime Razia. J'avais même dit dans la première vidéo de la rétrospective que c'était comme ça que Kubrick était devenu Kubrick. L'Église catholique va même honorer Kubrick d'un prix pour avoir mis en scène la rencontre entre l'homme et la vie extraterrestre. Donc pas de controverse, mais un mythe, on pourrait dire, parce qu'en pleine conquête de l'espace, Kubrick va réaliser le film dont on va se souvenir pour toujours. Il a plus qu'une dimension cinématographique, il a une dimension historique. Et un an plus tard, l'homme pose pour la première fois son pied sur la Lune, un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Et même si les images de cet événement ne traduisent pas de la qualité de 2001, le mythe d'un faux atterrissage sur la Lune va apparaître progressivement, un mythe qui a malheureusement été renforcé par un documentaire dont la première partie expose toutes les théories de cette hypothèse, et dans sa seconde, les oppose une à des arguments scientifiques. Enfin bref, Kubrick n'est jamais tranquille,
même s'il va alimenter aussi cette rumeur dans Shining, en donnant à la chambre interdite le nombre de miles qui sépare la Terre de la Lune. Je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, si ça l'est, c'est sûrement pour s'en moquer, je pense. En tout cas, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Vous le savez sûrement pas, mais c'est un de mes films préférés. Sûrement dans mon top 5 d'ailleurs. Alors c'est pas très original de dire ça pour un cinéphile, mais voilà. Je me revois encore la première fois où je l'ai découvert. J'ai fait quelque chose qu'il faut surtout pas faire, je l'ai mis pendant que je travaillais sur mon ordi. Mais j'ai rapidement abandonné ce que je faisais pour regarder le film, parce que j'étais tellement happé par les images, j'ai trouvé ça tellement prenant dès le début, et finalement c'est un bon test. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner pour continuer à suivre cette série sur Kubrick, et pour aussi suivre celle que je mène en parallèle sur l'année 2021. Et moi je vous dis à très vite.